Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'ai cru autrefois que l'amour pouvait survivre à tout, que si tu donnais tout, rester loyal, rester présent, peu importe la force des coups de la vie, la bonne personne ne te tournerait jamais le dos. Mais c'était avant hier soir. 5 ans, 5 années à construire une vie de zéro, des nuits tardives, des sacrifices. Tenant sa main à travers chaque tempête. J'ai gravi les échelons, d'un appartement poussiéreux au-dessus d'un magasin de pneus à une entreprise à 7 chiffres au centre d'Austin, et je l'ai emmenée avec moi à chaque étape. Je pensais qu'elle était là pour nous, il s'avère qu'elle n'était là que pour le voyage. Hier soir, c'était notre anniversaire. J'avais tout préparé. Des bougies allumées, du vin au frais, un steak en marinade juste comme elle l'aimait. J'avais même réservé un quatuor à cordes pour jouer ses chansons préférées en fond sonore sur notre terrasse sur le toit. Elle m'a envoyé un texto à 20h12, coincé au travail. Je me rattraperai. Mais elle n'était pas coincée, elle était enveloppée de lumière de bougies. D'accord, mais pas les miennes. Elle sirotait du pinot noir en face d'un étudiant de 20 ans, un décrocheur, dans un endroit appelé La Papillon, le même bistrot français où nous allions chaque année pour notre anniversaire. Il riait, trinquait, commandait même le même dessert que nous avions partagé lors de notre lune de miel. C'est là que quelque chose en moi a craqué, pas de rage, pas de chagrin, mais de clarté. J'ai réalisé qu'elle pensait avoir gagné, qu'elle pensait que j'allais pleurer, supplier. Peut-être piquer une crise. Mais elle ne savait pas qui j'étais vraiment. Elle ne savait pas que je me préparais pour ce jour. Pendant qu'elle jouait aux dames, je construisais l'échiquier, pièce par pièce, coup par coup. Et ce qui s'est passé ensuite, disons simplement que j'ai disparu de sa vie en un texto. Elle a tout perdu, et elle ne l'a même pas vu venir. Ce n'est que le début. La tempête ne l'avait pas encore frappée, mais elle arrivait, et c'était moi qui la portais. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a touché, laissez un 1 dans les commentaires. Je veux entendre votre histoire. Aimez, partagez et abonnez-vous. Le prochain chapitre est encore plus glacial. La cuisine sentait le romarin et l'ail. David se tenait au-dessus de la poêle en fonte, tournant doucement 2 filets mignons qu'il avait mis à mariner depuis le matin. Le vin, un pinot millésimé de l'année de leur mariage, respirait déjà dans une carafe en cristal près de la table dressée, flanquée de grandes bougies blanches et d'une douce lueur des ampoules Edison au-dessus. Il avait même repassé les serviettes en lin, quelque chose dont Lorraine riait au cours de leur première année. Leur terrasse sur le toit n'avait jamais été aussi belle, des guirlandes lumineuses s'étendaient d'un coin à l'autre, une playlist de jazz instrumental jouait doucement sur les haut-parleurs extérieurs. Il a vérifié l'heure. 19h42, elle aurait dû être rentrée maintenant. Pourtant, il souriait pour lui-même, peut-être retenu au bureau. Elle travaillait sur une grosse présentation pour un client, et elle se poussait toujours trop fort. C'était Lorraine, ambitieuse, polie, déterminée, et il aimait ça chez elle, toujours. Il s'est arrêté à la table, ajustant légèrement l'angle de son verre de vin vers la gauche, comme elle le préférait. Les petites choses comptaient encore. Ce soir devait être un rappel de qui ils étaient, 5 ans. De construction, de croissance à travers le chaos et le calme, 5 ans de factures partagées, de victoires professionnelles. De vacances en famille, de discussions tardives et de disputes fatiguées. Mais par-dessus tout, l'amour. Il ne croyait pas aux grands gestes, mais ce soir était différent. Ce soir devait ressembler à la première année encore une fois. Puis vint le son qui allait tout changer, le bourdonnement d'un texto. Sur son téléphone posé sur le comptoir. Il s'est essuyé les mains sur une serviette et a pris le téléphone, à moitié souriant d'anticipation. C'était elle, coincée au travail, je me rattraperai. Son sourire s'est effacé. Il a relu. Plus lentement, coincé au travail. C'était un vendredi soir, leur 5e anniversaire. Elle savait ce que ce soir signifiait. Elle l'avait entouré en rouge sur le calendrier du frigo.
Il le lui avait rappelé ce matin. Elle l'avait embrassé sur la joue et avait dit « J'ai hâte ». Et maintenant, ça. David a fixé l'écran, son pouce planant au-dessus du clavier. La musique continuait, le steak grésillait, le vin brillait d'un rouge chaud. À la lumière des bougies, mais en lui, quelque chose de froid remuait, quelque chose de silencieux mais tranchant. Il avait déjà ressenti ça, pas juste ce soir, mais des semaines auparavant, des choses subtiles, la manière dont elle verrouillait soudain son téléphone, les retours tardifs des dîners d'équipe, ce parfum inconnu qui traînait sur son manteau. Floral, cher, pas ce qu'elle portait habituellement. Il n'avait pas voulu y croire, pas Lorraine, pas sa femme. Pourtant, ses instincts l'avaient toujours bien servi, en affaires. Dans la vie, et là, il hurlait. Il n'a pas répondu. Pas encore. Au lieu de ça, il est sorti sur la terrasse, a regardé la table qu'il avait dressée avec tant de soin et a laissé la brise du soir lui frapper le visage. Un étrange calme l'a envahi, pas encore de tristesse, juste une confirmation. Elle n'était pas coincée au travail, elle était ailleurs, et à cet instant, quelque chose a bougé. Il est rentré, a pris ses clés et a éteint le feu. Si elle ne rentrait pas pour leur anniversaire, il allait découvrir exactement où elle était. David n'a pas claqué la porte, il n'a pas juré ni jeté quoi que ce soit. Il a juste bougé, calme, précis. Il a pris sa veste, ses clés et son téléphone, sortant dans la nuit fraîche d'Austin. La descente en ascenseur depuis le Penthouse semblait plus longue que d'habitude, chaque étage un battement dans le métronome silencieux entre suspicion et confirmation. Les rues étaient calmes. Un vendredi soir dans le quartier des affaires signifiait que la plupart des bureaux étaient sombres, les routes à moitié endormies. Pendant qu'il conduisait, son esprit s'emballait, pas avec des accusations folles, mais avec de la logistique. Lorraine travaillait dans une agence de branding. Dans un immeuble à façade vitrée sur East Fifth, le genre d'endroit avec des sols en béton poli, de l'art moderne sur les murs. Et une équipe de jeunes créatifs qui buvaient du café hors de prix et parlaient de vision. Elle avait dit qu'elle travaillerait tard, donc. Si elle disait la vérité, sa voiture devrait être là, des lumières allumées, quelqu'un au bureau, au moins un signe de vie. Il a tourné au coin et a ralenti quand l'immeuble est apparu. Ses mains se sont crispées sur le volant. Le parking était vide, pas silencieux, vide. Pas une seule voiture, pas de lumière de sécurité, pas de chariot de ménage de nuit. Son emplacement réservé, marqué Carter, était nu sous une ampoule clignotante. Tout l'immeuble semblait endormi depuis des heures. Il n'a même pas pris la peine de se garer, il s'est juste arrêté dans la rue, feu de détresse. Clignotant. Ce n'était pas l'absence de sa voiture qui l'a atteint, c'était la finalité de tout ça. Pendant un long moment, David est resté assis là, une main encore posée sur le volant, l'autre pendant mollement à ses côtés. Le silence dans la voiture était assourdissant, même le bourdonnement du moteur semblait s'estomper en un faible bourdonnement lointain. Ce n'était plus du déni, c'était une prise de conscience. Elle n'était pas là, elle n'avait pas prévu d'y être. Elle lui avait menti, en face, le jour qui était censé signifier quelque chose, l'anniversaire qui marquait 5 ans de promesses, de souvenirs. Et de vœux murmurés à la lumière des bougies, et elle n'avait même pas scié. Ça ne peut pas être réel, sa voix s'est brisée dans le silence, pas ce soir. La froide clarté de tout ça s'est insinuée comme du givre sur une vitre. Il pouvait voir l'ensemble du tableau maintenant, pas juste ce soir, mais les derniers mois, la distance émotionnelle, les demi-sourires, les réponses vagues, tout avait conduit. Ici, à un parking vide, à un dîner laissé intact, à un mari attendant une femme qui ne rentrerait jamais. Il aurait dû ressentir de la rage, aurait dû frapper le tableau de bord, mais à la place, ce qui remplissait sa poitrine était plus lourd, une trahison, oui. Mais aussi une humiliation, celle qui brûle lentement de l'intérieur, celle qui dépouille la couleur de tout ce que tu pensais réel. David s'est adossé à son siège et a fermé les yeux. Et quand il les a rouverts, quelque chose était différent, pas brisé, fini.
Il a pris son téléphone et a ouvert. Sa localisation partagée. Elle était là, un point clignotant, pas loin, mais assez loin. Sa mâchoire s'est serrée, sa prise s'est stabilisée. Si elle n'était pas au bureau, il allait découvrir exactement où elle se cachait, et avec qui. Il n'avait pas besoin de voir où elle était, pas encore, car au fond, il savait déjà. Ce moment n'était pas un coup de foudre, c'était la lente confirmation d'une tempête qu'il observait. Depuis des mois. Les signes étaient là, éparpillés comme des miettes dans les routines de leur vie partagée, les textos tardifs qu'elle faisait soudain taire en retournant son écran, les réunions rapides avec des clients qui n'étaient pas sûrs. Son calendrier partagé, le parfum, mon Dieu, le parfum. Lorraine n'avait jamais changé, elle portait le même mélange doux de vanille depuis l'université, mais une nuit en décembre, elle est rentrée sentant le jasmin et le santal. Quand il a demandé, elle a souri trop vite et a dit qu'elle essayait juste quelque chose de nouveau. Il se souvenait clairement de cette nuit. Parce qu'elle ne l'avait pas embrassé en arrivant. Et puis, il y avait les conversations qui avaient commencé à mourir chez eux, des morts lentes et maladroites remplies de phrases inachevées et de l'espace étrange du silence. Elle avait cessé de demander comment s'était passée sa journée, elle n'avait pas remarqué quand il avait cessé de la partager. Ce n'était pas une explosion ou une. C'était une disparition. Un matin, il a tendu la main vers la sienne pendant le petit déjeuner. Et elle s'est retirée, distraite par son téléphone. Ce n'était pas dramatique, juste intentionnel. Il a fixé son café, ne sachant pas quand elle l'avait regardé pour la dernière fois comme avant. Il s'était dit d'attendre, d'être patient, que les relations avaient des vagues, que c'était peut-être le stress, mais maintenant, assis devant son bureau vide, il a réalisé qu'il se mentait à lui-même depuis plus longtemps qu'elle ne lui mentait. Quelques semaines plus tôt, le sentiment était devenu trop fort pour être ignoré, et David, toujours stratège, a décidé qu'il ne pouvait plus se permettre de deviner. C'est là qu'il a appelé Nat. Nathan Weiss était le genre de type qui ne faisait pas de publicité pour son entreprise avec des sites web tape à accent grave l'œil ou des annonces en ligne. Il opérait strictement par recommandation et ne prenait que des clients avec beaucoup d'argent ou de sérieuses raisons. David avait les deux. Ils se sont rencontrés dans un petit café près d'East Riverside. Nat portait une vieille veste de bombardier, un Jean et un sourire subtil, comme s'il avait tout vu 2 fois. « Tu penses qu'elle te trompe ?» a-t-il demandé, sans jugement dans la voix, juste une froide curiosité efficace. David n'a pas répondu tout de suite. À la place, il a tendu la photo de Lorraine, son emploi du temps au bureau et l'emplacement de sa salle de sport. « Suis-là, a-t-il dit, ne te fais pas voir, et je veux des photos, pas de suppositions, juste des faits. » Nat n'a pas hoché la tête. Il n'a pas serré la main, il a juste pris le dossier et est parti. 10 jours plus tard, le premier lot est arrivé. Nat a envoyé un lien Dropbox à minuit avec un seul mot. Commence ici. David a attendu le matin. Il a préparé son café lentement, s'est assis à la table à manger et a ouvert son ordinateur portable. La première photo a frappé comme une gifle. Lorraine dans une robe d'été blanche qu'il n'avait jamais vue, riant, assise en face d'un jeune gars. Peut-être début 20 ans, cheveux ébouriffés, bras bronzés, posture arrogante. Ils étaient dans un café en plein air. Que David ne reconnaissait pas, probablement dans le sud d'Austin. Dans la photo suivante, le gars se penchait en avant, murmurant quelque chose qui la faisait pencher la tête et rire encore. Dans la troisième, sa main était sur sa poitrine. Son estomac s'est retourné. Ce n'était pas juste une trahison, c'était de l'intimité, de la familiarité, de l'affection. Lorraine ne se contentait pas de tromper, elle était ailleurs complètement. Le pire, c'est qu'elle semblait libre, plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. La femme sur les photos n'avait pas l'air en conflit, elle avait l'air de quelqu'un qui avait déjà tourné la page. David a fermé l'ordinateur portable lentement, la douleur vive mais précise. Le déni s'est fissuré, les murs en lui ont commencé à bouger. Plus de questions, plus de peut-être, ce n'était plus une théorie, c'était un plan, et maintenant, c'était la guerre.
Au cours des jours suivants, David a reçu plus de dossiers de Nat, chacun plus accablant que le précédent. Les lieux changeaient, bar à vin. Hôtel boutique, une location de cabane près du lac Travis, mais les acteurs restaient les mêmes. Lorraine et le gamin. Le garçon était beau, dans un style de frat boy, jeune, bronzé, toujours en basket de marque et jeans usés. Dans une photo, il avait son bras autour d'elle alors qu'il marchait dans un marché fermier. Dans une autre, il était derrière elle dans un bar sur le toit, la serrant contre lui, sa tête reposant contre son épaule. Mais il y avait un ensemble d'images qui a fait serrer la mâchoire de David jusqu'à ce que ses molaires lui fassent mal. Elles avaient été prises derrière la clôture de sa propre maison, la maison qu'il avait conçue, rénovée et remplie de souvenirs. Lorraine et le gamin étaient assis sur la terrasse arrière, sirotant du vin, mangeant des sushis à emporter, riant comme si c'était chez eux, comme si rien n'avait jamais appartenu à quelqu'un d'autre. Son pied reposait sur son genou, sa main était enroulée autour de la sienne sur la table. Le foyer était allumé, les coussins qu'elle avait insisté pour acheter pour leur anniversaire l'année dernière étaient sous eux. Dans une photo, elle pointait le jardin d'herbe que David avait construit pour son anniversaire. Il se souvenait avoir passé un week-end entier à poser ses pierres, suant sous la chaleur du Texas pendant qu'elle lui apportait de la limonade. Elle utilisait ce moment, leur moment, comme une histoire pour impressionner quelqu'un d'autre. C'était la limite, pas le dîner. Pas les mains tenues, mais le vol de quelque chose de sacré. Sa maison n'était pas juste irrespectée, elle était réécrite. Il a fermé l'ordinateur portable lentement, respirant par le nez, les poings serrés contre la table. Quelque chose en lui ne s'est pas juste fissuré, ça s'est recalibré. Ce n'était plus une question de chagrin, c'était une question de reprendre le contrôle. Quelques nuits plus tard, David se tenait dans leur placard commun, prétendant chercher un sweatshirt. Lorraine était en bas, regardant une émission de télé-réalité sur les rencontres avec un verre de vin blanc à la main. Il pouvait entendre les faux rires et le cliquetis des glaçons à travers les conduits du sol. Il s'en fichait. Ce dont il avait besoin était caché dans le coin arrière du tiroir de sa commode. Elle ne le laissait jamais y toucher, disait que c'était pour des documents privés, mais elle l'avait laissé légèrement ouvert la veille, une erreur d'un demi-pouce. Il l'a ouvert doucement. À l'intérieur, il y avait un dossier étiqueté « Carter Holdings, brouillon ». Son estomac s'est noué avant même qu'il ne l'ouvre. La première page était un formulaire de procuration, un qui lui donnerait accès aux décisions commerciales. S'il lui arrivait quelque chose. Il n'était pas signé, mais partiellement rempli. Avec des dates griffonnées au crayon datant de 3 mois. Il y avait des notes dans les marges sur le levier financier et une liste de contrôle, obtenir la signature, suivre avec Barry, avocat, ouvrir une LLC conjointe. Il a feuilleté plus de pages. Il y avait une liste d'actifs avec des estimations de valeur, son entreprise, leur maison, les comptes d'investissement, tout décomposé. Analysé, disséqué comme une proie. Elle ne se contentait pas de tromper, elle se préparait. La respiration de David a ralenti. Ce n'était pas de la passion, ce n'était pas une confusion émotionnelle, c'était un plan, un siphonnage lent et méthodique de sa vie. Elle jouait un jeu à long terme, et elle pensait qu'il était encore aveugle. C'est là que le poids de tout ça l'a frappé, pas juste sa trahison, mais son audace. La même femme qui avait pleuré dans ses bras après qu'ils avaient manqué un paiement hypothécaire la première année complotait maintenant comment dépouiller son empire comme si c'était une de ses courses du week-end. Il a refermé le dossier, l'a remis exactement comme il l'avait trouvé et est sorti du placard sans un bruit. En bas, le son des rires artificiels grondait. La voix de Lorraine s'élevait au-dessus, légère et insouciante. Elle ne savait pas encore, mais elle allait savoir. Elle pensait être en contrôle. Elle ne savait pas que David construisait déjà sa sortie, pas juste du mariage, mais de la version de lui-même qu'elle avait prise pour acquise. Ça s'est passé presque sans qu'il s'en rende compte. Un matin, David s'est réveillé et n'a rien ressenti, pas de douleur. Pas de fureur, juste de la clarté.
le chaos émotionnel qui l'avait rongé. L'humiliation, le chagrin, les spirales nocturnes s'étaient consumées. Ce qui restait était quelque chose de plus froid, de plus silencieux, et bien plus dangereux. Il est resté sous la douche plus longtemps que d'habitude ce jour-là, laissant l'eau brûler son dos pendant que son esprit traçait un plan. Plus de va-et-vient, plus de suppositions, plus d'attente qu'elle avoue. Elle ne le ferait pas. Elle avait déjà fait son coup. Maintenant, c'était son tour, et il n'allait pas le gâcher. La douleur avait fait son travail, elle lui avait ouvert les yeux, et maintenant, il allait ouvrir la porte à un règlement de compte. En s'habillant ce matin-là, boutonnant sa chemise avec une précision calme, la pensée résonnait comme un battement de cœur, maintenant. Je joue mon jeu. La première étape était l'isolation financière. David savait comment disparaître sans faire de bruit. Ça a commencé par les plus petits mouvements, des retraits discrets répartis sur différents comptes pendant plusieurs semaines, rien d'assez gros pour déclencher des alertes ou soulever des questions. Il a déplacé des fonds dans des avoirs personnels dont Lorraine ne savait rien, des comptes dormants depuis des années jusqu'à maintenant. Ensuite, il a appelé Greg, son comptable de longue date, et lui a dit de commencer à transférer la majorité de contrôle de son entreprise dans une fiducie sous une nouvelle entité. Greg n'a pas posé de questions, il était bien payé pour ne pas le faire. Les papiers ont été déposés sous Carter Strategic Holdings, un nom que Lorraine n'avait jamais entendu. La fiducie la tiendrait à l'écart de toute tentative de réclamation future, hermétique et enfouie sous des couches de protection légale. Puis est venue la situation de vie. Pendant que Lorraine était sortie un soir, probablement avec lui, David a conduit 2 heures au nord vers un condo en hauteur à Dallas qu'il avait acheté sous une LLC l'année dernière lors d'un accord d'expansion commerciale. À l'époque, il ne savait pas pourquoi il l'avait acheté, maintenant il savait. Il a traversé le Pentouse en silence, admirant la vue sur la skyline, les meubles intacts, le calme immaculé. Ce n'était rien comme leur maison à Austin, et c'est exactement pourquoi ça semblait parfait. Ici, il n'y avait pas de souvenirs, pas de photos, pas de parfum dans l'air, juste de l'espace, de la paix, de la liberté. En une semaine, il avait redirigé tout le courrier vers l'adresse de Dallas. Retiré le nom de Lorraine de ses contacts d'urgence, changé ses mots de passe, remplacé tout le stockage cloud partagé. Et sécurisé tous les documents numériques. Il a même contacté son avocat pour réviser discrètement son testament. Sur le papier, c'était une maintenance de routine, en réalité. Il coupait chaque lien qui la rattachait à son monde. Quand il la regardait maintenant, souriant à son téléphone, prétendant être fatigué après des dîners avec des clients, il ne voyait pas une femme, il voyait une responsabilité, et les responsabilités se neutralisent. Elle avait pensé qu'il était trop doux, trop confiant, trop distrait par les affaires pour remarquer. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que le même esprit qui avait construit un empire logistique de plusieurs millions à partir de rien pouvait tout aussi facilement démanteler une vie, et il le ferait sans crier, sans menace, sans une seule larme. Elle ne le verrait pas venir, pas avant qu'il ne soit trop tard, pas avant que l'argent ne soit parti, que les portes ne soient verrouillées, et qu'elle se retrouve dans une maison qui ne lui appartenait plus. David s'est dirigé vers le bord du balcon du Pentouse cette nuit-là, un whisky à la main, regardant les lumières de la ville. Il ne fuyait pas. Elle, il était déjà devant elle, loin devant. La nuit où il est parti, il n'y a pas eu d'adieu dramatique, pas de valise traînée avec colère dans les escaliers, pas de cris ni de porte claquée. David a bougé comme une ombre, silencieux et sûr. Lorraine avait envoyé son texto habituel du soir. Encore au travail tard, ne m'attends pas. Il l'a lu une fois, puis l'a supprimé. Il s'est versé un dernier verre de vin dans la cuisine, pas par sentimentalité, mais par cérémonie, un dernier toast à l'illusion. La maison était sombre. Calme, trop propre pour sembler réel. Il s'est tenu dans l'embrasure de leur chambre, scrutant l'espace une dernière fois. Les photos étaient encore au mur, leur portrait de mariage souriant à un mariage qui n'existait plus. Il n'a pas pris la peine de les décrocher.
qu'elle regarde ses visages quand elle réaliserait ce qu'elle avait perdu. Sur le comptoir de la cuisine. Il a laissé une seule note, pas manuscrite, pas même signée, juste un message texte de 2 mots. Qui en dirait plus que n'importe quelle dispute, pas d'inquiétude. Puis il a éteint son téléphone, l'a glissé dans le tiroir du bureau qu'il avait vidé et est sorti par la porte avec rien d'autre que son sac de voyage, son passeport et la liberté qu'elle lui avait involontairement offerte. Lorraine est rentrée le lendemain après-midi, fredonnant pour elle-même, des sacs de plats à emporter pendant à son poignet et des lunettes de soleil poussées négligemment dans ses cheveux. Elle textait déjà. Quelqu'un, probablement le garçon, en franchissant la porte d'entrée. Au début, elle n'a rien remarqué d'anormal. La maison était silencieuse, mais David était souvent dehors pendant la journée. Ce n'est qu'en posant les sacs qu'elle a réalisé que l'air semblait différent, étrange, vide. Elle a appelé son nom, pas de réponse. Elle a bougé de pièce en pièce, et c'est là que les détails ont commencé à s'accumuler, ses chaussures avaient disparu, son ordinateur portable, la photo encadrée de leur voyage n'a pas manqué sur l'étagère. Elle a ouvert le placard. À moitié vide. La panique a commencé à lui serrer la gorge. Elle a couru à la salle de bain. Son eau de Cologne, son rasoir, le pot en verre où il gardait ses boutons de manchette, disparu. Elle a ouvert le tiroir où il rangeait son passeport et ses documents, vide. Sa respiration est devenue superficielle. Elle a trébuché jusqu'à la cuisine, a cherché son téléphone et a ouvert leur application bancaire. L'écran chargeait. Lentement, mais elle savait déjà, 0, 0. 0. Les comptes joints étaient vidés. Elle a actualisé l'application comme si elle mentait. Mais les chiffres ne changeaient pas. Ses doigts bougeaient vite maintenant, vérifiant les cartes de crédit. Refusé, la ligne d'urgence. Refusé. Elle a couru au garage, la Porsche avait disparu. Sa voiture, celle que David lui avait achetée pour leur 3e anniversaire, manquait dans l'allée. Une seule enveloppe était posée sur le siège conducteur de sa voiture de secours, à l'intérieur les clés et un avis d'annulation d'assurance. Elle a pris son téléphone et a composé, directement sur messagerie, encore. Messagerie, encore messagerie. Son cœur battait dans sa poitrine alors qu'elle s'effondrait sur les marches de l'entrée, agrippant son téléphone comme s'il détenait la clé pour remonter le temps, mais il ne l'avait pas. Elle avait passé des mois à planifier son fantasme, tissant des mensonges, jouant des 2 côtés comme si elle était invincible. Maintenant, elle était seule dans une maison qu'elle ne pouvait pas se permettre, fixant les mots, pas d'inquiétude, comme s'ils étaient une condamnation à mort. Et ils l'étaient, pas pour sa vie, mais pour la version d'elle-même qui pensait qu'elle pouvait tout avoir sans conséquence. Il ne lui a pas fallu longtemps pour le retrouver. Pendant des jours après que le silence a commencé, Lorraine a fait irruption par les portes d'entrée de l'immeuble de bureau de David au centre-ville comme une furie en talons. Ses cheveux étaient en désordre, son mascara barbouillé de larmes ou de rage, peut-être les deux, et sa voix tranchait dans le hall comme du verre. Où est-il? La sécurité a essayé de l'intercepter, mais elle les a écartés, criant le nom de David comme si le volume seul pouvait défaire l'effondrement de son monde. Elle a atteint l'ascenseur, frappant le bouton avec la paume de sa main, hurlant à la réceptionniste qui restait figée derrière le bureau, « Tu penses que je ne vais pas faire une scène? Fais-le descendre ici. » En haut, David se tenait derrière la vitre teintée de son bureau, les mains croisées dans le dos, la regardant depuis 8 étages plus haut. Son assistante l'avait déjà prévenu par interphone. Il n'a pas bougé. Il n'a pas couru se cacher, il l'a simplement regardé faire les 100 pas dans la cour maintenant, sa voix criant dans le vent. De là-haut, elle semblait petite, frénétique, en colère, impuissante. La sécurité l'a approchée encore. Cette fois ils n'ont pas demandé. 2 hommes l'ont encadré, l'un posant doucement une main sur son bras, l'autre lui indiquant la sortie. Elle s'est débattue, a juré, a pointé vers l'immeuble comme s'il était censé apparaître magiquement à la fenêtre et s'expliquer, mais David n'a jamais bougé. Finalement, ils l'ont escorté dehors, ses cris résonnant derrière elle comme le hurlement décroissant d'une tempête qui n'a jamais atterri. Son assistante est venue à la porte,
Dois-je alerter le service juridique? David a secoué la tête, pas besoin, laisse-la crier, c'est tout ce qui lui reste. Une semaine plus tard, une enveloppe blanche est arrivée aux Pantousses de Dallas, livrée à la main. David l'a ouverte lentement. Sachant déjà ce que c'était, une plainte officielle déposée par Lauren Carter, alléguant un abandon émotionnel, une manipulation financière et une détresse mentale. La plainte jointe l'a dépeignée comme une femme prise au dépourvu par un mari sans cœur qui avait disparu sans explication. Son avocat, un litigeur de divorce de niveau moyen nommé Brian Colulton, visait clairement à établir un récit. David l'avait contrôlé émotionnellement pendant des années, l'avait coupé des fonds partagés comme punition et l'avait laissé dans un état vulnérable sans moyen de survivre. L'ironie était douloureuse dans sa paresse. Elle avait passé des mois à le tromper, préparant à dépouiller son entreprise de l'intérieur, et maintenant elle était soudain là. Partie lésée. David a ri doucement en parcourant la plainte. Colton avait même inclus un paragraphe sur un comportement irrégulier dans l'activité financière récente de David, essayant de présenter ses préparations légales comme des signes de cruauté préméditée. Mais David avait vu ça venir dès l'instant où il avait trouvé ce brouillon de procuration dans son tiroir. Il était prêt. Il a pris le téléphone et a appelé Richard Wynn, son avocat personnel depuis plus de 6 ans. Richard n'était pas le genre d'homme à cligner des yeux. Sa spécialité était les contrats hermétiques et le démantèlement stratégique. Quand David a expliqué la plainte, Richard a simplement dit « Envoie-moi le contrat prénuptial et les preuves ». David avait déjà un dossier préparé, photos, relevés financiers. Horodatage de ses localisations partagées quand elle prétendait travailler tard, reçues pour des dîners pour 2 payés. Avec la carte professionnelle, et même un enregistrement vocal que Nat avait capturé d'elle riant, je pourrais faire signer à David son entreprise, et il ne le remarquerait même pas. Richard a laissé échapper un sifflement bas. C'est de l'or, a-t-il dit, laisse-la jouer la victime, nous l'enterrons avec la vérité. David s'est adossé dans son fauteuil, calme comme toujours. Je n'essaie pas de la détruire, a-t-il dit, mais je ne la laisserai pas réécrire ce qui s'est passé. Richard a marqué une pause, puis a répondu, elle a déjà essayé d'écrire la fin, nous ne faisons que corriger les mensonges. David a raccroché le téléphone et a regardé la skyline de la ville, lettres, pour, posture, les faits étaient à l'épreuve du feu, et le feu ne faisait que commencer. 2 semaines avant l'audience, David a rencontré Richard dans une salle de conférence aux parois de verre élégante au centre-ville. La table était couverte de dossiers soigneusement étiquetés, codés par couleur, référencés. Richard a ouvert un dossier en cuir et a tapé sur la première photo. Lauren et le garçon, Chase, ils avaient appris son nom, assis dans le même restaurant français où David avait autrefois porté un toast à l'éternité. Sa main était sur la joue de Chase, l'horodatage était leur anniversaire. Une autre photo les montrait entrant dans un hôtel-boutique sur Sixth Street, 3 heures plus tard. David n'a pas bronché. Il les avait déjà étudiés. La douleur avait depuis longtemps cédé la place à la préparation. Les messages textes sont venus ensuite, des dizaines, extraits d'une application miroir que David avait discrètement installée des mois plus tôt. Message de Lauren à Chase, il n'a aucune idée, je te jure, c'est comme vivre avec un fantôme, encore un peu. Et j'obtiendrai les signatures, et ensuite on est libre. Richard a tourné la page, une facture imprimée d'un spa haut de gamme payée avec la carte de l'entreprise, une autre d'un service de voiture privée, une série d'achats de vêtements dans des boutiques, aucun que David n'avait jamais vu sur elle. Et enfin, l'enregistrement. Richard a appuyé sur lecture, et la voix de Lauren a envahi la pièce, riant, ivre, insouciante, je pourrais le saigner à blanc, et il penserait encore que je l'aime, a-t-elle dit, honnêtement, c'est juste un distributeur automatique ambulant avec une alliance. L'audio s'est éteint, le silence s'est installé comme de la poussière. David est resté immobile. Concentré. Richard s'est adossé dans son fauteuil, ce n'est pas une défense, a-t-il dit, c'est un massacre. David a hoché la tête, assurons-nous que le tribunal le voit ainsi.
L'audience n'a pas duré longtemps. Lorraine est entrée dans la salle d'audience vêtue de blanc, son avocat à ses côtés, essayant de vendre une version d'elle-même fragile, prise au dépourvu, abandonnée. David regardait depuis l'autre côté de l'allée, son costume impeccable, son expression indéchiffrable. Il n'a rien dit pendant que son avocat lançait un monologue sur le traumatisme émotionnel, la trahison, l'étranglement financier. Le juge écoutait, impassible, feuilletant le dossier avec des mains lentes et délibérées. Puis Richard s'est levé. Il n'a pas haussé la voix, il n'a pas joué la comédie, il a simplement exposé les faits, le contrat prénuptial que Lorraine avait signé il y a 5 ans, témoigné, notarié et paraphé sur chaque page. En particulier la clause stipulant que l'infidélité annulait toute prétention aux actifs partagés. Il a fait glisser les photos sur la table, les textos, les reçus, et enfin, il a joué l'audio. La voix de Lorraine a résonné dans la salle d'audience. Quand ça s'est terminé, elle est restée figée, les lèvres entrouvertes mais silencieuses. Son avocat s'est penché pour murmurer. Mais elle l'a repoussé, trop abasourdi pour se ressaisir. Le juge a à peine cligné des yeux. Affaire classée, a-t-il dit avec la sécheresse finale de quelqu'un rendant un verdict de routine, le défendeur doit payer tous les frais juridiques. Un coup sec du marteau, et c'était fini. Mais Richard n'avait pas terminé. Il s'est tourné vers le juge et a ajouté, « Votre honneur, nous aimerions également demander officiellement un ordre de cessation et d'abstention pour d'autres tentatives de diffamation. Il y a eu des publications sur les réseaux sociaux trompeuses. » Le juge a jeté un coup d'œil à Lorraine, puis a hoché la tête, accordé. David s'est levé, a ajusté ses manchettes et est sorti. Sans un mot. Derrière lui, la voix de Lorraine s'est brisée, aiguë. Incrédule, tu ne peux pas juste partir comme ça, David, parle-moi. Mais il ne sait jamais retourner. Les caméras étaient déjà dehors. Quelqu'un avait divulgué l'histoire à un blog d'actualité locale, l'effondrement de Lorraine Carter, le procès raté, l'enregistrement. Le titre disait « La femme d'un PDG local perd une bataille judiciaire après la révélation d'une liaison secrète avec un jeune amant. » L'histoire s'est répandue rapidement, murmurée dans les cercles d'affaires, partagée dans les groupes de mamans sur Facebook, propagée comme un feu de forêt parmi les gens qui l'admiraient autrefois. Elle avait autrefois joué la femme posée lors des dîners d'entreprise, affichant un sourire poli et des talons de marque. Maintenant, elle était un conte moral. La chute a été rapide, et David n'a pas eu à lever le petit doigt. Il a simplement laissé la vérité parler. Plus fort que ses mensonges. La révélation est venue un mercredi après-midi tranquille, longtemps après que la poussière du tribunal ne soit retombée. David était dans son pantouse à Dallas, triant les derniers papiers, quand Richard a appelé. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, curieux. Presque amusé, « Tu vas vouloir entendre ça », a-t-il dit, sautant les préambules habituels. Nous avons creusé plus loin sur le gamin, Chase Donovan, ça te dit quelque chose. David a marqué une pause, le nom flottant dans sa mémoire comme un écho à moitié formé. Ça semblait familier, mais distant, devrais-je le connaître ? A-t-il demandé. Richard a ri sombrement, tu devrais. Il a fait un stage dans ton entreprise il y a 2 ans, département logistique, programme d'été. J'ai sorti son dossier, c'est lui. Le silence de David en disait plus que les mots ne pouvaient. Il se souvenait de cet été maintenant, avec une clarté douloureuse, un groupe d'étudiants enthousiastes tournant dans les départements, suivant les cadres, les yeux écarquillés et naïfs. Chase avait été le charismatique, posant toujours des questions intelligentes, traînant après les réunions, affichant toujours ce sourire facile trop pratiqué. David lui avait même écrit une lettre de recommandation pour une école supérieure. Il l'a senti dans ses tripes comme un coup qu'il n'avait pas anticipé, pas à cause de la trahison, il était bien trop tard pour ça, mais à cause de l'insulte. Chase avait été assis en face de lui dans des salles de conférence, lui avait serré la main, avait pris des notes dans des réunions où David avait parlé d'éthique, de discipline, de construire quelque chose qui dure. Et puis,
2 ans plus tard, il était entré dans la maison de David par la porte arrière de son mariage. Les flashbacks sont venus sans invitation, Chase tâtonnant avec une machine à café dans la salle de pause du bureau, demandant des conseils sur les entretiens, se penchant lors d'un barbecue d'entreprise pour dire « Vous avez construit quelque chose d'incroyable, monsieur, je veux faire ça un jour. » Le souvenir se tordait maintenant, amer et grotesque. Lorraine n'avait pas juste trompé avec un gamin au hasard, elle avait couché avec quelqu'un qui admirait David autrefois, qu'il avait étudié, imité, peut-être même envié. Ça ajoutait une nouvelle couche à la trahison, un manque de respect calculé. Le garçon avait vu la vie de David de l'intérieur. Puis avait décidé de prendre un raccourci à travers sa femme. David n'a pas dit à Richard ce qu'il ressentait, il n'avait pas à le faire. Il a juste mis fin à l'appel, s'est tenu près de la fenêtre et a fixé les lumières de la ville. Pendant longtemps. Une partie de lui, longtemps silencieuse, s'est réveillée à nouveau, pas de rage, pas de chagrin, juste de la résolution. Ce n'était plus juste une question de partir maintenant, c'était une question de s'assurer que tous ceux qui essayaient de profiter de ça confiance en paient le prix. Ils avaient pensé qu'il était faible, une cible, un ticket repas. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'il se souvenait de tout, et qu'il ne faisait jamais la même erreur 2 fois. Ça a commencé lentement au début, comme une fuite qu'elle ne pouvait pas localiser, une transaction refusée au salon, la styliste lui a fait un sourire poli et a dit « Ça arrive ». Mais le regard qui a suivi coupait plus profondément que les mots. Le lendemain, c'était son abonnement à la salle de sport. Refusé à l'accueil avec un bip et un clignotement. Lorraine a ri, a dit « Il doit y avoir une erreur système ». Mais quand sa commande d'épicerie a été refusée et que le portier de son immeuble l'a poliment informé que le loyer n'avait pas été payé ce mois-ci ni le dernier, la panique s'est installée. Elle a couru à l'étage, a appelé la banque, pour se faire dire que son accès avait été supprimé il y a des semaines. Elle a crié dans le combiné, exigeant de parler à quelqu'un de plus haut, mais la musique d'attente s'en fichait. Quand elle a enfin eu un représentant, ils ont confirmé ce qu'elle soupçonnait déjà, les comptes étaient fermés, les cartes annulées, les actifs gelés. Elle était exclue de tout. Le lendemain matin, son téléphone a vibré. Avec un message du gestionnaire de l'immeuble, veuillez contacter le bureau de location concernant le statut de l'unité. Elle a à peine eu le temps de le digérer avant qu'on frappe à la porte, deux hommes en chemise bleue, l'un d'eux tenant un clipboard. Nous sommes ici pour le véhicule, a-t-il dit platement. Sa voix s'est coincée, quel véhicule? Il a pointé le trottoir, sa décapotable blanche, celle que David lui avait offerte pour leur 3e anniversaire, était déjà attachée à l'arrière d'une dépanneuse. Elle a couru dehors, criant, plaidant, agrippant le rétroviseur côté conducteur comme si ça pouvait arrêter le processus. Les gens regardaient depuis leur balcon, les téléphones enregistraient, elle s'en fichait. Ils l'ont remorqué quand même. À midi, elle emballait tout ce qu'elle pouvait mettre dans 2 valises. Le bureau de location avait laissé un avis sous sa porte, son bail avait été annulé pour non-paiement, effectif immédiatement. Elle avait 48 heures pour quitter les lieux. Ou faire face à une expulsion légale. Les murs qui avaient autrefois porté sa vie soigneusement enviée résonnaient maintenant de tiroirs vides et du bruit des fermetures éclairs. Elle a appelé tout le monde. Amis, connaissances, même une cousine à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. La plupart ne répondaient pas, quelques-uns donnaient des excuses vagues. Le soir, elle était assise sur les marches froides devant l'immeuble, les sacs à côté d'elle, le mascara barbouillé, appelant Chase. Messagerie, encore et encore, et encore. Dans le calme du Penthouse, David était assis seul dans son bureau, la ville brillant sous lui comme un circuit imprimé de vie dont il ne faisait plus partie. Le tribunal avait été un champ de bataille. Les suites cliniques, mais c'était ici, dans le silence, que le vrai règlement de compte se déroulait. Il s'est versé un verre d'eau, pas de whisky cette fois, et a fixé le plafond, laissant le silence parler. Il n'avait pas pleuré, pas une fois. La trahison était trop profonde pour les larmes. Ce que Lorraine avait fait
n'était pas juste physique, c'était spirituel. Elle n'avait pas simplement trompé leur mariage, elle avait profané la confiance, brûlé les fondations qu'ils avaient construites ensemble et s'était moqué de lui en le faisant. Il a rejoué l'audio dans son esprit, je pourrais le saigner à blanc, et il penserait encore que je l'aime. Cette phrase avait vécu dans ses os pendant des semaines, pas parce qu'elle faisait mal, mais parce qu'elle révélait qui elle était vraiment. Et maintenant, sans les distractions de la colère, des documents judiciaires ou de la stratégie, il commençait enfin à ressentir autre chose, du soulagement. Il était libre. Il n'y avait plus de jeu à anticiper, plus de mensonges à démêler. La guerre était finie, et il avait survécu. Plus que ça, il était resté fidèle à lui-même. Il n'avait pas riposté avec rage, il avait répondu avec précision, avec discipline, avec dignité, et cette dignité était devenue son armure. Les blessures étaient réelles, oui, mais la clarté aussi. Guérir. Il a réalisé, ne venait pas avec le temps, ça venait avec la vérité. Et la vérité était qu'elle était partie bien avant de quitter la maison. La femme qu'il aimait avait disparu il y a des mois, remplacée par quelqu'un de plus froid, de plus affamé, quelqu'un qui souriait avec sa bouche mais pas avec ses yeux. Il pleurait enfin, pas sa trahison, mais l'illusion à laquelle il s'était accroché. Et en pleurant ça, il commençait enfin à lâcher prise. Pendant que David faisait la paix avec le silence, Lorraine fuyait ça. N'ayant nulle part où aller, elle envoyait des textos à des connaissances comme des bouées de sauvetage, chacune se désagrégeant sous ses doigts. Elle a passé une nuit sur le canapé d'une vieille amie d'université, pour se réveiller et trouver ses affaires soigneusement emballées près de la porte. Elle a essayé de squatter chez une collègue, mais a été accueillie par des excuses et des silences gênants. Les gens avec qui elle organisait des soirées vins ne répondaient plus à ses appels. Même sa mère, toujours compatissante, lui a doucement dit « Tu dois te débrouiller seule maintenant ». À la fin de la semaine, elle alternait entre des chambres d'amis et de la petite monnaie. Les sacs de marque qu'elle exhibait autrefois étaient maintenant listés sur des applications de revente. Elle a supprimé les réseaux sociaux, pas à cause des commentaires, mais parce que le silence dans sa boîte de réception était plus fort que n'importe quelle insulte. Le téléphone ne vibrait presque plus, sauf quand Chase lui a enfin répondu par texto, une ligne. Ça ne marche pas, prends soin de toi. Pas de ponctuation, pas d'au revoir, juste un point déguisé en fermeture. La salle de bal scintillait de marbre poli, de lumière dorée et du murmure discret de l'argent circulant à travers des costumes sur mesure. David a ajusté la manchette de sa veste en entrant dans le gala des investisseurs, le genre d'événement où les accords ne se concluaient pas, il s'insinuait entre les tintements de whisky à $300 et les noms murmurés entre poignées de main. Son entreprise venait de conclure son plus grand partenariat international, et ce soir était moins une célébration qu'un signal, il n'était plus juste un joueur dans l'industrie, il était la pièce. Les flashs des appareils photo ont éclaté alors qu'il se frayait un chemin dans la foule, quelques hochements de tête par-ci, quelques mains serrées par-là, la confiance le suivait. Comme une ombre taillée sur mesure. Il était en pleine conversation avec un partenaire de fonds spéculatifs, riant de la volatilité du marché. Quand un mouvement à travers la salle a attiré son regard, un plateau vacillant, une main s'étendant pour le stabiliser. Il a jeté un coup d'œil, casual, instinctif, et pendant une seconde, le temps a octé. C'était elle, Lorraine, pas en rouge ou en or, pas en talons de marque ou entourée d'envie. Elle portait une blouse blanche froissée près des poignets et une jupe noire qui ne lui allait pas tout à fait. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré qui rendait son visage plus anguleux, plus vieux. Elle se déplaçait prudemment entre les tables, les yeux baissés, le plateau équilibré avec des mains exercées. Elle ne l'avait pas vu, pas encore. Il n'a rien dit, juste regardé. Puis elle s'est tournée, et leurs regards se sont croisés. Elle s'est figée en plein pas, le plateau toujours dans ses mains, comme si la gravité elle-même avait cessé de fonctionner. Sa bouche s'est entr'ouverte. Légèrement, pas de surprise, mais de reconnaissance, de honte. Sa posture s'est repliée sur elle-même. Presque instantanément.
C'était la plus petite expression qu'il ait jamais vue sur elle, mais c'était là. Plus forte qu'elle ait jamais été. Pendant un moment, aucun des deux n'a bougé. La distance entre eux bourdonnait de tout ce qui restait non dit, trahison, conséquence, et quelque chose proche de la pitié. Pas de lui, d'elle, pour elle-même. L'expression de David n'a pas changé, pas de sourire narquois, pas de satisfaction, juste du calme. Il ne lui a rien donné, pas un hochement de tête, pas un regard de reconnaissance, juste le silence. Elle a détourné les yeux en premier. Elle s'est tournée brusquement, se frayant un chemin dans la foule, disparaissant par la porte latérale près de la cuisine comme un fantôme en retard à son propre enterrement. David a expiré lentement, pas par émotion, mais par libération. Le partenaire technologique à côté de lui s'est penché. « Tu vas bien ?» David a hoché la tête. « Ouais, juste un visage du passé. » Il s'est tourné vers le bar, a commandé son verre et a repris sa place dans la salle. Derrière lui, elle était partie, et la version de lui-même qu'il avait autrefois aimé, il a réalisé, cet homme était parti bien avant elle. Les vagues roulaient doucement et régulièrement, caressant le rivage comme une berceuse, dont David ne savait pas qu'il avait besoin jusqu'à ce qu'il l'entende pour la première fois. La maison côtière n'était pas grandiose comme le Pantousa Dallas, et c'était exactement le but, pas de sol en marbre, pas d'ascenseur. Miroir, juste du bois vieilli, une lumière douce et une odeur de sel flottant par les fenêtres ouvertes. Il était assis sur la terrasse arrière avec un café à la main, pieds nus, l'océan s'étendant au-delà de la rambarde commune. Promesse tenue. Le rire de Léna flottait depuis la cuisine, quelque chose à propos de brûler encore le pain grillé, et il a souri sans même s'en rendre compte. La vie ici était plus lente, plus calme. Il n'avait pas besoin de vérifier l'heure toutes les 10 minutes ou de parcourir son calendrier pour éteindre des incendies. Il dirigeait toujours son entreprise, prenait encore des décisions qui façonnaient des avenirs, mais maintenant, ça ne le consumait pas. Le travail restait au bureau, la paix vivait dans le reste. Léna avait une manière d'ancrer tout. Elle ne demandait pas des choses, elle ne courait pas après le statut ou n'exhibait pas son amour, elle le donnait. Librement, dans la façon dont elle écoutait, dans la façon dont elle touchait son bras pendant les petites conversations, dans la façon dont elle demandait comment s'était passée sa journée. Et restait vraiment dans la pièce pour entendre la réponse. Parfois, il passait des heures sans parler, juste assis côte à côte sur le porche, regardant la marée changer de couleur. C'était un silence qu'il n'avait pas connu depuis des années, le genre qui guérissait. Au lieu de blesser. Il ne regardait plus par-dessus son épaule, attendant le prochain mensonge. La prochaine excuse, la prochaine raison de remettre en question ce qui aurait dû être sûr. Il n'y avait pas de jeu ici, pas de second téléphone, pas de texto codé, juste de l'honnêteté, juste. Léna. Une nuit, elle lui a demandé, « Penses-tu parfois à elle ?» Il a regardé l'eau sombre, la lune la découpant en argent, et a dit, « Pas vraiment, je pense plus à qui j'étais quand j'étais avec elle. » Cet homme méritait mieux. Puis il s'est tourné vers Léna, a glissé ses cheveux derrière son oreille et a dit, « Et je pense qu'il l'a enfin trouvé. » Plus tard cette nuit, avec la vaisselle nettoyée et les lumières tamisées, David était assis sur le canapé pendant que Léna se blottissait contre lui, sa tête reposant doucement contre son épaule. L'océan murmurait par les fenêtres ouvertes, un chuchotement constant. Derrière leur conversation, elle traçait de longs cercles sur le dos de sa main, silencieuse pendant longtemps. Avant de demander enfin, « Retournerais-tu en arrière si tu avais la chance de changer quoi que ce soit ?» Il n'a pas répondu. Tout de suite, pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il voulait choisir les mots avec soin. Il l'a regardé, vraiment. Regardé, la douceur dans ses yeux, l'honnêteté dans son toucher, la paix qu'elle portait comme une seconde peau, et a secoué la tête. « Non, » a-t-il dit, la voix basse, « elle m'a montré ce que coûte la liberté, et ça valait le coup de payer. » Léna n'a pas insisté davantage, elle n'en avait pas besoin. Elle a juste souri faiblement. S'est penchée pour embrasser sa joue et a dit, « Bien, j'aime l'homme que ça a fait de toi. » Il a serré sa main une fois, doucement,
et ils se sont enfoncés plus profondément dans le canapé, laissant le silence dire le reste. Ils ont regardé l'océan longtemps cette nuit-là, le ciel au-dessus parsemé d'étoiles, le genre qu'on oublie qui existe quand on est trop occupé à regarder en bas. Lena a posé sa tête sur sa poitrine, et David s'est adossé, ne pensant pas aux salles d'audience, aux relevés bancaires ou aux messages vocaux remplis de larmes. Cette partie de sa vie était passée, pas effacée, mais close, comme la dernière page d'un livre qu'il n'avait plus besoin de relire. Dans le silence, il ne se sentait pas victorieux, il se sentait entier. La vengeance n'avait jamais été le but, c'était juste une ombre sur le chemin vers quelque chose de meilleur. Il n'avait pas gagné parce qu'elle avait perdu, il avait gagné parce qu'il avait lâché prise, d'elle, de qui il pensait devoir être, de l'histoire dans laquelle il pensait être coincé. Les doigts de Lena s'entrelacèrent avec les siens, doux et stables. L'homme qui avait autrefois allumé des bougies pour une femme qu'il avait trahie était maintenant ici, sur ce porche, avec quelqu'un qui ne demandait rien d'autre que la vérité. Et alors que les vagues s'écrasaient doucement au loin, il a réalisé que ce n'était pas là fin de quelque chose, c'était le début de tout ce qu'il n'avait jamais pensé mériter, mais qu'il avait enfin choisi de revendiquer. Si quelqu'un vous trahissait aussi profondément, disparaîtriez-vous ou le détruiriez-vous d'abord? C'est une question à laquelle j'ai pensé plus de fois que je ne veux l'admettre. La plupart des gens imaginent que la trahison est cette chose bruyante, explosive. Mais ce n'est pas ça. C'est silencieux. Ça commence dans le silence entre les phrases, dans les appels manqués, les retours tardifs, la façon dont les yeux de quelqu'un glissent à côté des vôtres au lieu de les rencontrer. Et quand ça frappe, ça ne brise pas juste votre cœur, ça fissure votre sens de la réalité. Vous commencez à tout remettre en question, est-ce que quoi que ce soit était réel? Les rires étaient-ils répétés, les promesses creuses dès le départ? Et puis vient le choix, quand vous voyez enfin la vérité, ripostez-vous, brûlez tout et assurez-vous qu'ils sachent à quel point ils vous ont blessé. Ou partez-vous la tête haute, laissant le silence faire ce que les mots n'ont jamais pu? Parce que voilà le truc. Parfois, disparaître est la réponse la plus brutale de toutes, pas par peur, mais par contrôle. Vous disparaissez de leur monde d'une manière qui leur fait ressentir votre absence plus qu'ils n'ont jamais ressenti votre présence. Et vous ne le faites pas pour eux, vous le faites pour vous, pour la version de vous qui mérite mieux. L'infidélité ne brise pas juste la confiance, elle défie votre identité. Elle vous force à vous tenir devant le miroir et à demander « Qui suis-je sans cette personne, sans cette illusion ?» Pendant un temps, je n'avais pas de réponse. J'étais en colère, bien sûr, blessé, engourdi, mais surtout, je me sentais petit, comme si j'avais été utilisé, mis de côté, oublié. Et puis quelque chose a changé, pas en un moment dramatique, mais petit à petit. J'ai arrêté de demander pourquoi elle l'avait fait. J'ai arrêté d'analyser ses mensonges. J'ai arrêté de lui donner le pouvoir de définir comment mon histoire se terminerait. Parce que la vraie force ne se montre pas dans la vengeance, elle se montre dans le silence d'une vie meilleure. Je n'avais pas besoin de crier, je n'avais pas besoin de l'humilier en retour. La vérité l'a fait toute seule. J'ai juste eu à sortir du feu et refuser de porter la fumée avec moi. Le manoir, la victoire au tribunal, le moment où nos regards se sont croisés à ce gala, tout ça comptait, mais pas autant que le moment où je me suis assis sur mon porche à côté de quelqu'un qui m'aimait. Simplement et tranquillement et que j'ai réalisé que je ne ressentais plus d'amertume. C'est là que j'ai su que j'avais vraiment guéri. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit, il s'agissait de trouver la paix. Là où le chaos vivait autrefois. Alors maintenant, je veux entendre de vous, vraiment entendre de vous. Si vous avez déjà été trahi par un partenaire, un ami, un associé en affaires, comment l'avez-vous géré? Avez-vous riposté, êtes-vous resté silencieux? Ou avez-vous disparu et reconstruit en silence? Laissez votre histoire dans les commentaires, pas juste pour moi, mais pour quelqu'un d'autre qui lit et qui pourrait avoir besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette histoire, je sais que vous avez ressenti quelque chose, alors appuyez sur ce bouton j'aime. C'est une petite chose, mais ça me dit
que ce genre d'histoire compte. Et si vous voulez plus, vous allez vouloir rester. Parce que ce n'est pas la fin. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai ce qui s'est passé. Quand Lorraine a essayé de revenir, quand elle a appelé encore, s'est présentée encore, a supplié. Encore, et comment je l'ai géré, pas en tant que l'homme qui a été trahi, mais en tant que l'homme qui avait déjà tourné la page. Vous ne voudrez pas manquer ça, alors abonnez-vous, activez les notifications et laissez un commentaire ci-dessous. Que vous soyez au milieu de votre propre tempête ou que vous entriez enfin dans la paix, sachez juste que votre histoire n'est pas finie, elle pourrait juste commencer. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.